Salut. Dites-moi, chers spectateurs assidus, est-ce que vous vous souvenez que dans la précédente vidéo de cette rétrospective qui commence à remonter à un certain temps, je vous avais expliqué le schéma que suivaient les différents films City Hunter? Oui, je m'en souviens. Et bah c'est parfait parce que vous pouvez tout oublier puisque le film d'aujourd'hui se torche complètement avec toutes ses règles. C'est pas possible. Et si c'est possible et en plus sans carte kiwi puisqu'en réalité notre film du jour n'est pas un film mais un OAV pour Original Animé Vidéo, c'est-à-dire une sorte d'épisode sorti uniquement en format physique, donc en VHS, DVD ou Blu-ray, donc pas strictement un film, contrairement à ce que j'avais pu sous-entendre dans la vidéo précédente. Menteur. Alors oui, mais pas à 100%, car certes la licence City Hunter n'est en réalité pas dérivée en 7 films, mais plutôt en 2 films, 3 téléfilms et 2 OAV, ce qui fait que techniquement oui, je suis un menteur, sauf que leur approche reste globalement la même, puisque dans tous les cas, on est face à un contenu plus long, plus ambitieux, proche de la série, et qui sert de bonus à cette dernière. Alors oui, leur format pose certaines limites à ce raisonnement dont on parlera justement dans leurs vidéos respectives, mais globalement le schéma et l'approche restent la même, donc c'est pour ça que je les ai tous regroupés sous cette appellation de film City Hunter. Mais si ça vous dérange, bah dites-vous qu'on n'est pas en train de faire la rétrospective des films City Hunter, mais plutôt la rétrospective des films, téléfilms et OAV City Hunter, comme ça tout le monde est content. Ben voyons. Voilà, maintenant que ces précisions sont faites, revenons-en à notre brebis galeuse qu'est cette OAV pour essayer de comprendre pourquoi à l'opposé des autres, ils s'éloignent de ce schéma commun. Alors préparez votre plus belle voiture rouge et votre plus gros calibre car aujourd'hui on s'attaque à City Hunter Bay City War. Donc, City Hunter Bay City War est un OAV de 45 minutes distribué en 1990 au Japon et en 2000 en France. Il est réalisé par l'illustre Kenji Kodama qu'on retrouve sur toutes les productions City Hunter et scénarisé par Yasushi Hirano, scénariste de Hunter x Hunter 2011, de Ginga et Kickoff, de Dragon Ball et logiquement de la série City Hunter. Et au niveau du studio, on retrouve une nouvelle fois le studio Sunrise. Donc cette fois encore, on est face à la même équipe que la série, ce qui fait qu'on est encore en droit de s'attendre à quelque chose d'assez fidèle à cette dernière. Et dans cette optique, ils nous ont réservé un scénario assez étonnant, comme on va le voir dès maintenant. Donc notre OAV nous raconte l'histoire de Laura et Mickey, qui se retrouvent invités à l'inauguration de la toute nouvelle tour de la ville de Bay City. Cependant, cette réception va être interrompue par l'arrivée d'un groupe de terroristes qui va prendre en otage les invités afin d'obtenir une arme de destruction massive qui permettrait au dictateur en tête de ce groupe de se venger des États-Unis qui l'ont chassé du pouvoir. En parallèle, on suit Nikki et Mahmoud qui sont à la poursuite d'une jeune femme à la demande de Saeko. Cette jeune femme a un lien très étroit avec le dictateur, ce qui mènera nos deux gaillards à la fameuse tour où sont retenus en otage Mickey et Laura. Ainsi, dans cette OAV, on suit Nikki et Mahmoud dans leur quête pour libérer la tour et leur dulcinée du joug de ces terribles terroristes. Alors, qu'on soit clair tout de suite. Oui, ce scénario est extrêmement similaire à celui de Piège de Cristal, avec un grand méchant qui prend une tour en otage, et ou dans le cas de City Hunter, des gars super doués qui ne payent pas de mine, qui vont contrecarrer son plan en s'infiltrant dans la tour. Et oui, ce même scénario est clairement une excuse pour offrir un maximum d'action. Mais justement, c'est ça qui est génial. C'est du délire. Au contraire, c'est parfaitement logique si on se rappelle de la principale différence entre cet OAV et le film précédent, à savoir la durée, puisque là où le précédent faisait à peu près 1h30, celui-là fait environ 40 minutes, soit à peu près le double d'un épisode classique de la série. De ce fait, il est impossible de simplement reprendre le même schéma sur celui-ci puisque la durée ne le permet pas. Ainsi, deux choix restaient à cette équipe. Le premier c'était de réadapter le schéma pour un format plus court, et le second c'était de partir vers autre chose de plus simple et de plus approprié. Et c'est logiquement la deuxième option qui a été choisie. Dans cette idée, l'équipe a décidé, plutôt que de faire comme dans le premier film et de se concentrer sur les personnages et leur développement, de s'attarder ici sur un autre aspect important de l'animé, à savoir l'action. Car en effet, malgré l'impression que je donne à travers mes vidéos, le développement et la profondeur des personnages n'est pas le seul attrait de cet animé. L'action et le spectacle en font aussi grandement partie, puisque l'animé Nicky Larson déborde de séquences spectaculaires, et ce n'est donc pas pour rien que des scènes comme le combat dans un immeuble en ruine entre Nicky et un tueur réputé, ou les très nombreux tirs de précision de notre héros dans la série, ont autant voire plus marqué les gens que des épisodes émouvants dont j'ai pu parler dans les précédentes vidéos. Par conséquent, il fallait trouver un concept simple qui justifie la présence de nombreuses scènes d'action pour rendre le film spectaculaire et divertissant, sans paraître forcé et sans nécessiter trop de temps de développement, car on rappelle qu'on n'a que 40 minutes de disponible pour développer l'histoire. D'accord. C'est chaud quand même. Ouais, c'est pas faux, et justement, quoi de mieux dans cette optique que de réutiliser le synopsis d'un des gros films d'action du moment à cette période, qui donc légitime facilement l'action et en plus attirera un plus large public, de par son lien avec un succès au box-office. Ça vaut la coupe, ça, hein?
Un peu, oui. Et oui, surtout qu'au final, les ressemblances ne se limitent qu'au simple concept de base, et par la suite, l'OAV s'en éloigne pas mal. On retrouve pas les mêmes antagonistes, et tout ce qui se passe n'a absolument rien à voir avec Piège de Cristal. Donc en plus, aucune raison de crier au plagiat, ce qui fait que tout le monde est gagnant dans l'histoire. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Voilà, maintenant que tout ça est tiré au clair, et qu'on sait que l'objectif premier du métrage c'est l'action et donc d'en mettre plein la vue au spectateur, voyons ce que ça donne en pratique. Nikki, c'est Rio. Comment ça défonce? Non mais franchement, les créateurs voulaient en mettre plein la vue aux spectateurs et ça se sent, hein. On retrouve des courses-poursuites sur un pont au cœur d'une fusillade, des combats entre des montagnes de muscles qui s'encastrent dans les murs, des tirs de précision ultra stylés de Nikki, une fuite au cœur d'un immeuble qui s'écroule comme dans la fin de Zelda Ocarina of Time, et plein d'autres scènes du même genre qui bougent, qui donnent de l'action et surtout qui en mettent plein la vue, bordel! Genre regardez-moi ça, ça bouge tout le temps de façon ultra fluide et captivante, c'est magnifiquement bien animé et pas que pour l'époque, même maintenant c'est hyper plaisant à voir. Genre matez-moi cette baston, matez-moi cette course-poursuite, et surtout matez-moi ces explosions. Genre c'était déjà ouf dans l'animé, mais là, oh je kiffe trop. C'est un pervers ce vieux croton. Oui bon d'accord, j'ai des kiffs bizarres, mais franchement croyez-moi l'animation et l'action dans ce film sont au top niveau. Franchement on en a pour notre argent dans cette OAV, d'autant plus qu'il propose un rythme soutenu qui fait qu'on ne s'ennuie jamais devant ces 40 minutes qui passent à toute vitesse sans jamais perdre le spectateur. Donc bref, c'est du grand art. Ouais, tout ça c'est bien sympa, mais ça n'empêche que le scénario n'est qu'un simple prétexte qui tient sur un post-it. Donc bon, du grand art, faut le dire vite. C'est quoi ce rire? Jeune imprudent que tu es, tu penses vraiment que ce film n'est qu'un spectacle visuel? Quelle hérétique tu fais! Mais vas-y, mon moi de respect, je te dis rien. Mais non, je me moque pas de toi, t'inquiète. Comme ce cher spectateur, vous êtes sûrement nombreux à vous dire que tout mon éloge sur le visuel c'est bien sympa, mais que si t'es pas fan des visuels pré-année 2000 et que l'histoire est plus importante pour toi, bah c'est vite chiant. Et même si vous êtes des relous, faut le dire, Eh, je t'entends là. des gros relous même, bah vous avez pas complètement tort, puisqu'en effet, contrairement à ce que disent les fans de One Piece, l'animation n'est pas le seul truc important dans un animé, parce que oui c'est cool et c'est même mieux d'avoir une esthétique de qualité, mais une œuvre de fiction c'est un tout entre forme et fond. Si c'est juste de l'esthétique, bah ça s'appelle un clip ou une démo technique, mais ça s'appelle pas un animé. Et ici c'est vrai, il faut le dire, l'histoire et les antagonistes sonnent assez banales et plus comme des prétextes à de l'action décomplexée qu'à de vraies idées travaillées et intelligentes. Ah bah voilà, j'avais raison. Oui, sauf que tu oublies un truc, cher spectateur. Ici, on parle de City Hunter, pas de Fast and Furious. Donc l'intérêt scénaristique de cette OAV est bel et bien présent, et je vais justement vous le montrer. Tu es merveilleux, tu arrives toujours à temps. Tout d'abord, comme dans le film précédent, on a un profond respect des personnages de la franchise. Sauf que cette fois, ça ne passe pas par un développement aussi important que pour le premier, mais plutôt par un ensemble de détails ou de scènes qui permettent à chacun des personnages d'avoir leur petit moment de gloire à l'écran. Comme par exemple Laura qui n'hésite pas à se rebeller contre les terroristes qui montrent bien son caractère de fer, Mammouth qui est terrifié par les chats, qui était une vanne déjà présente dans la série, Nikki qui fait le con mais qui devient très sérieux quand Laura est en danger, chose qu'on avait déjà mentionné dans la vidéo sur le sexisme de City Hunter, Saeko qui manipule tout le monde, ou encore Mickey et son sang-froid à toute épreuve. Tout ça permet au spectateur de retrouver les personnages qu'il aime sans qu'ils ne soient relégués au second plan ni que ça prenne trop de place dans l'OAV, et c'est pareil pour la dynamique entre les personnages, qui en une ou deux petites scènes est parfaitement bien retranscrite, avec Nikki qui trouve la cachette de bouffe de Laura sans même l'avoir croisée une seule fois auparavant, ce qui montre bien la connexion entre ces derniers, ou encore Mickey qui ne doute pas une seule seconde que Mammouth viendra la sauver, ce qui montre bien la confiance et la cohésion entre les deux. Alors c'est évidemment pas grand chose, mais ça témoigne d'un vrai respect et d'une maîtrise de l'œuvre pour retranscrire ce qui fait le charme et l'intérêt de ces relations sans pour autant polluer le métrage. Sauf que tout ça c'est bien sympa, mais pour ce qui est du scénario, qu'en est-il? Eh bien, sans aucune référence dans le domaine, c'est tout de même très bien écrit, notamment à travers les deux nouveaux personnages que sont le dictateur Gillian et sa fille Luna. Alors durant cette OAV, on découvre que Luna est en réalité la fille du dictateur Gillian qui l'utilise dans l'optique d'envoyer une super bombe sur les États-Unis qui l'ont contraint à fuir son pays. Alors oui, ce mec n'est définitivement pas le père de l'année, mais en tout cas son comportement permet au récit de proposer un propos en deux temps. Pourquoi? Parce que c'est Noël! Tout d'abord, ça permet de créer un propos sur l'endoctrinement, car en effet, on remarque un enfant élevé depuis sa naissance par un tyran qui l'a formaté pour qu'elle ne remette jamais en cause ce qu'il lui dit et surtout ce qu'il lui demande. C'est donc ce que l'on appelle... De l'endoctrinement! Oui, bravo, t'as gagné un super cadeau! Oh, trop cool, c'est quoi? Mon estime! Ah.
Super. Ouais, je sais, c'est super cool. Et évidemment, le film dénonce ce comportement, que ce soit par l'attitude du père, insensible voire inhumain avec sa fille, et qui, est un dictateur, au niveau des symboles on fait pas plus flagrant, ou encore celle de la fille qui apparaît presque comme un robot obnubilé par les ordres de son père, et dont l'histoire s'arrête soudainement lorsque ce dernier disparaît du récit, un petit peu comme si symboliquement son personnage cessait d'exister lorsque la personne qui lui donnait tous ses ordres cessait d'exister elle aussi. Un concept renforcé par les actes de Nikki envers elle, qui au départ la drague ouvertement comme avec n'importe quelle femme, mais où dès qu'il apprend quel est son rôle dans l'attentat, il cesse de la voir comme une femme et devient très froid avec elle, allant presque jusqu'à lui tirer dessus. Bah oui, il est choqué, ça s'appelle un meurtre. Mais c'est quoi ce prof à la con? Ah ouais, c'est vrai, va falloir que je l'explique ça. Du coup, parlons de la fin du film qui, disons-le, est assez inégale. Et en plus, ça tombe bien, ça me permettra d'aborder le second point. C'est un petit peu comme si ma vidéo était écrite depuis le début. C'est super drôle, super marrant. Donc à la fin de l'OAV, Nikki se retrouve face au dictateur et à sa fille, prête à lancer la bombe et à faire sauter l'immeuble sous les ordres de son père. Face à cette situation, Nikki n'a plus d'autre choix que de tirer sur Luna pour l'empêcher de lancer la bombe, malgré le fait qu'elle n'agisse que sous les ordres de son père. Et là, il hésite. Va-t-il tirer? Ne va-t-il pas tirer? Sauf que coup de bol, Mammouth débarque et détruit les serveurs avec un bazooka permettant à notre héros de tuer le colonel. Luna va en tôle, Nikki n'a pas eu besoin de la tuer et tout est bien, qui finit bien. C'est dommage, j'aurais préféré une autre fin. Eh bien, sur le moment, moi aussi j'étais déçu ma chère Adeline, sauf qu'avec le recul, je suis un petit peu plus nuancé sur cette conclusion. Car déjà, comme dit plus tôt, l'absence de résolution plus développée du personnage de Luna permet de l'emprisonner dans son rôle d'outil du dictateur, ce qui est assez en accord avec le propos dressé jusque-là, mais aussi et surtout parce que ça ouvre l'OAV à l'interprétation dont je vous parlais plus tôt, à savoir que le métrage essaie de créer un parallèle entre Nikki et Mammouth. En effet, comme on vient de le voir, Luna s'est vu développer des capacités spéciales à des fins destructrices pour qu'elles servent d'outil à un puissant. Cette caractéristique rappelle indubitablement Nikki et Mammouth, qui sont tous deux d'anciens soldats surentraînés pour être des outils de destruction massive. C'est d'ailleurs visible directement dans l'OAV par leur facilité à tenir tête à une armée tout entière tout en créant des dégâts absurdement démesurés, chose qui est soulignée directement par Saeko dans ce dernier. De là, même si le métrage ne fait pas directement le rapprochement entre eux, il se fait tout de même naturellement et offre une toute nouvelle lecture à cette conclusion. Dans cette dernière, on voit un gros accent mis sur le choix de Nikki de tuer ou non Luna, car c'est connu, Nikki ne tue jamais les femmes. On l'observe notamment par le fait que Laura remet cette question sur le tapis, même une fois l'intrigue conclue. Mais pourquoi ce dilemme est-il si important ? Eh bien tout simplement car tout au long du film, on accentue le talent de Nikki pour la destruction et le meurtre à travers toutes ces scènes d'action et ce scénario prétexte. Et au milieu de tout ça, la seule chose qui vient le séparer d'une machine de destruction massive, c'est sa bonhomie qui vient de ses relations avec les femmes. Que ce soit avec Saeko qui lui promet des faveurs, que ce soit avec Luna qu'il essaye de séduire, ou encore avec Laura avec qui il partage une certaine alchimie, tout simplement parce que tout le monde le sait, ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Donc grosso modo, ce qui permet à Nikki de rester un tant soit peu humain et moral, c'est ses relations avec les femmes et son principe de ne pas s'en prendre à elles, ce qui fait qu'il conserve un certain système de valeurs, le distinguant des tueurs sans foi ni loi tuant tout ce qui bouge, qui sont incarnés par les terroristes. Or, dans cette scène, Nikki se voit contraint de choisir entre préserver sa morale en ne tuant pas cette femme mais risquer la destruction totale d'un pays, ou renier sa morale pour sauver ce dernier. Ainsi, le choix de Nikki est de savoir si oui ou non son humanité dépend de cette morale, et si depuis tout le temps où il a quitté l'armée, il a su devenir un vrai homme, ou si son équilibre entre armes de destruction massive et humain est toujours si fragile qu'il dépend de cette unique morale qu'il s'impose. Par conséquent, l'OAV met en exergue l'indécision et le côté paradoxal de notre protagoniste, et c'est pour cela qu'au questionnement final de Laura sur si oui ou non il aurait pu tirer sur Luna, il répond un sobre. Je ne sais pas. Et qui dit Nikki paradoxal dit Laura. Et oui, parce que j'allais quand même pas faire une vidéo sur City Hunter sans parler de leur relation. Ce serait trop beau. Avant toute chose, il est important de noter que Nick et Laura ne partagent que très peu de scènes ensemble dans ces 40 minutes. En effet, cette dernière passe la majorité du métrage emprisonnée par les terroristes, ce qui limite pas mal les interactions entre eux. Cependant, on peut tout de même percevoir quelques signes de leur complicité à travers certaines scènes de l'OAV, notamment celle du pique-nique sous la table dont j'ai pu parler plus tôt. Tadam! Et maintenant, à table! Bravo, Kaori. Bon bon appétit, hein. Mais aussi et surtout, on perçoit l'attachement de Nikki envers Laura à travers son changement de comportement avec Luna lorsqu'il apprend son lien dans le kidnapping de sa dulcinée. Puisqu'à partir de là, c'est comme si la fille du dictateur n'était plus une femme à ses yeux, car au lieu de jouer les jolis cœurs avec, il lui parle très sèchement et devient bien plus sérieux pour toute la fin de l'OAV. Ainsi, certes, Nikki hésite à la fin sur s'il doit oui ou non renier ses principes,
Mais dans son attitude, on voit bien que lorsque Laura entre en ligne de compte, le choix se fait bien plus aisément car lorsqu'elle est kidnappée, il ne voit plus Luna comme une femme, donc le dilemme n'existe plus. De ce fait, une question émerge. Est-ce son lien avec les femmes qui maintient son humanité ou est-ce son lien avec Laura? Et vous vous y attendez sûrement vu mon amour indéfectible pour le personnage, c'est bel et bien Laura qui lui permet cela et l'OAV nous le fait clairement comprendre. Tout d'abord à travers tous les petits éléments qu'on a mentionnés depuis tout à l'heure qui montrent bien qu'il n'a pas la même relation avec elle qu'avec les autres, par exemple à travers la scène du repas sous la table qui montre qu'ils ont une connexion spéciale même sans se voir ni se parler, à travers son sérieux quand elle est en danger qui montre à quel point il tient à elle, ou encore à travers le fait qu'il refuse les avances de Luna pour elle, preuve que dans sa tête c'est Laura avant tout. Donc on voit bien dans l'écriture une volonté de dissocier la relation entre Nikki et Laura plus sincère et qui touche au sentiment et donc à l'humanité de Nikki, et sa relation plus pulsionnelle avec les autres femmes, histoire de montrer où se trouve vraiment ce qui dissocie Nikki de ces machines à tuer qui l'affrontent. C'est super intelligent. Et justement, cette idée vient être appuyée par notre autre soldat Mammouth, qui lui aussi est et a été une machine de guerre à la solde de l'armée, sauf que lui sait déjà où trouver son humanité, à savoir chez sa belle et tendre Mickey. En effet, on observe un parallèle entre nos deux montagnes de muscles préférées, qui tous les deux vont foutre la misère aux terroristes afin de sauver leur compagne avec qui ils ont un lien particulier. Et comme on l'avait vu plus tôt, Mickey ne doute jamais de Mammouth qui va tout donner pour la sauver, quitte à risquer sa propre vie et la destruction d'un immeuble pour ça. Mais notre chauve préféré se distingue de notre héros sur un point précis. Il n'est pas un coureur de jupons, et donc face au même dilemme que Nikki, il n'hésite pas une seule seconde et sauve la situation. Mais pourquoi cela? Qu'est-ce que cette distinction signifie? Eh bien si vous avez vu la série ou ma vidéo sur le prétendu sexisme de l'œuvre, vous savez que Mammouth est officiellement en couple avec Mickey, avec qui il tient d'ailleurs un café. Ce qui n'est pas le cas entre Nikki et Laura, qui tous les deux sont dans une situation d'amour inavoué et d'amour paradoxal qu'on a déjà pu décortiquer en long, en large et en travers dans les deux précédentes vidéos sur CD Hunter. Et cette distinction, elle est visible dans l'OAV puisque Mammouth et Mickey ont droit à pas mal de scènes ensemble et à de beaux gestes de tendresse assez francs entre eux, là où Nikki et Laura sont peu ensemble et ont des gestes d'affection plus discrets comme cette fameuse scène du repas sous la table. Et non, je ne radote pas, c'est juste que cette scène m'obsède. Je suis dans une boucle temporelle, sortez-moi de là. Ainsi, la réponse est claire. Mammouth a accepté sa relation et son amour avec Mickey et c'est donc que c'est elle qui le rend plus humain chaque jour, le séparant de plus en plus de ces soldats cruels qu'il affronte pendant tout l'OAV. C'est d'ailleurs visible dans la série elle-même où il est bien plus doux depuis le début de sa relation avec Mickey. Donc via ce parallèle entre nos deux bagarreurs, l'OAV montre à Nikki où se trouve la réponse à son dilemme final, puisque Mammouth est l'exemple à suivre du soldat monstrueux devenu homme sensible. De ce fait, Nikki comprend ce que Laura lui apporte et l'importance de leur relation. Et cette morale est illustrée dans la toute dernière scène de l'OAV, où après la question de Laura, Nikki va parler à Mammouth en privé, qui lui explique que s'il a accepté la mission de Saeko, c'était pour ne pas passer pour un pervers aux yeux de Mickey, montrant que la réponse de Nikki se trouve dans la relation de Mammouth. Mais aussi dans les confrontations du film qui incarnent également des parallèles, puisque Mammouth affronte une montagne de muscles aux ordres du général, il affronte donc quelqu'un qui a sa force et son gabarit, donc on peut y voir l'incarnation de son ancien lui à la solde d'une armée qui est prête à tout détruire par lubie, et son adversaire périra là où Mickey était retenu en otage, donc symboliquement l'ancien Mammouth meurt là où Mickey, qui représente l'humanité du nouveau Mammouth, est sauvé. De la même manière, Nikki est confronté à Luna, qui comme lui avant est à la solde d'un puissant, sauf que Nikki est ici accompagné d'une personne qui l'aime et le bonifie, là où Luna est accompagné d'un paternel qui l'utilise et se moque de son sort. On a ainsi un Nikki qui est confronté à ce qu'il aurait pu devenir avec un mauvais entourage, rappelant l'utilité de Laura. Donc bilan, c'est super bien écrit quoi. Ouah, c'est super beau ce que tu dis. Oh bah, merci, c'est gentil. Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est beau. Tiré par les cheveux, c'est-à-dire... Ah, c'est-à-dire que t'as beau te donner un mal de chien pour justifier tout ça, au final, ça reste qu'un simple prétexte pour de l'action. Ouais, c'est vrai, t'as raison. J'ai raison. Oui, t'as raison, et tout ce que tu viens de dire est vrai. Sauf que ce que j'ai essayé de vous démontrer à travers cette longue explication, c'est pas spécialement que l'OAV est incroyablement profond ou qu'il cherche à développer incroyablement bien ses personnages, parce que clairement c'est pas l'objectif ici. Non, ce que j'ai essayé de vous faire comprendre, c'est que créer un scénario prétexte à de l'action, ça ne veut pas pour autant dire créer une histoire stupide, vide et sans intérêt, car comme on l'a dit au début de cette vidéo, cette OAV avait avant tout pour objectif de fournir un court métrage qui met en avant le côté action-spectacle de l'animé. Cependant, comme on a pu le voir tout au long
long de cette vidéo, ils n'ont pas pour autant délaissé l'aspect plus complexe de l'œuvre, puisqu'ils ont disséminé par-ci par-là quelques éléments plus discrets, comme par exemple les interactions entre Mammouth et Mickey, les étranges ressemblances entre certains personnages et nos héros, ou encore cette fameuse scène du repas sur la table qui m'obsède toujours autant. Bref, des éléments qui servent à faire plaisir aux fans et qui permettent, sans prendre le pas sur l'aspect action, de créer en toile de fond des développements et approfondissements plus discrets pour les spectateurs attentifs ou obsessionnels tels que moi. Ah, donc t'en es conscient en plus. Alors bien entendu, tout ce que j'ai développé ici n'était pas forcément prévu par les scénaristes, et j'ai sûrement beaucoup surinterprété. En même temps, on est sur des éléments bien plus discrets que pour le premier film qui était beaucoup plus direct sur ça, donc c'était un peu inéluctable, mais on a bien vu que ces éléments étaient bien visibles et mis en avant pour donner matière à l'analyse pour les fans. Pour vous dire, j'avais carrément prévu toute une troisième partie sur une thématique politique à charge contre les méthodes américaines, que je vous ai heureusement pour vous épargné pour ne pas être trop indigeste. Ah, bien merci. Bref, cette OAV utilise donc une toute autre formule que le premier film, en se concentrant plus sur l'action due à son format plus court, mais en ne délaissant pas pour autant les caractéristiques narratives et thématiques de l'œuvre qu'il tisse en toile de fond. Donc grosso modo, cette OAV c'est du grand art. Super, je savais que ça vous plairait. Alors finalement, que retenir de cette OAV ? Eh bien que formule A ou formule B, que vous privilégiez l'action ou les personnages dans votre film City Hunter, ça n'a que peu d'importance. Tant que vous avez l'intelligence et le talent de n'en négliger aucun, vous respecterez la licence car vous la comprendrez avant tout. Et c'est mission accomplie pour City Hunter, Bay City War.